Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro du Notez pour vous en images de l'année 2017. Alors cette semaine, quelques points quand même à signaler sur les marchés financiers pour commencer une année 2017 qui s'annonce prometteuse en matière de réglementation bancaire et financière. Cette semaine, je souhaitais attirer votre attention sur une décision qui a été rendue par la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers et qui est datée du 28 décembre 2016. Alors, cette décision est intéressante d'abord parce qu'elle concerne les manipulations de cours. Vous savez que c'est un sujet qui est d'actualité depuis l'entrée en vigueur du nouveau paquet abus de marché, donc MAD 2 MAR, le 3 juillet dernier. Et c'est un sujet intéressant parce que les manipulations de cours sont un des aspects très compliqués pour un régulateur à sanctionner. Il est en effet difficile pour le régulateur de rapporter la preuve de la manipulation de cours et cela exige de sa part énormément de moyens et de temps mis en place pour cette enquête. Du coup, il y a quand même un petit peu le principe du jeu en vaut-il la chandelle sur les moyens à mobiliser sur une affaire, sachant que la sanction du coup pourrait ne pas correspondre en fait au travail entre guillemets qui a été réalisé par le régulateur. Néanmoins, la sanction, en tout cas la décision de sanction du 28 décembre peut attirer notre attention pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle implique un intervenant étranger et c'est toujours intéressant de voir comment le régulateur arrive à sanctionner un intervenant étranger sur une plateforme qui est localisée en France. Donc c'est le cas en l'espèce puisque l'intervenant était enregistré aux États-Unis. Le deuxième point intéressant, c'est qu'il s'agit de sanctionner la pratique du quasi-layering, qui est une pratique qui est compliquée à prouver, mais qui, une fois qu'elle a été complètement décortiquée par le régulateur et mise en exergue, démontre réellement et assez facilement l'intention de frauder de l'intermédiaire qui s'y est confronté. Le troisième point, c'est que c'est une sanction financière d'un montant non négligeable de 1 million d'euros, supérieur à 1 million d'euros même pris globalement, et qui donc donne un peu plus de poids encore à cette sanction que si elle avait été d'un montant plus minime. Le quatrième point, c'est la lecture des arguments qui ont été développés par les mises en cause et qui ont été rejetés par la commission des sanctions. Ces exceptions concernent les interdictions aux abus de marché et elles sont rejetées puisque l'argument qui était invoqué par la société et le trader était les pratiques de marché. Or, évidemment, aucune des opérations qui ont été faites par l'intermédiaire et par la société ne pouvait entrer dans le cadre des pratiques de marché acceptées telles qu'elles existaient à l'époque et même telles qu'elles existent aujourd'hui. Le cinquième point qui est pour moi important, c'est que la Commission, pour la première fois, a dû faire une application rétroactive de la réglementation MAR. En effet, l'article 12 du règlement MAR, qui concerne les manipulations de marché, exige un élément constitutif supplémentaire tenant à l'influence avérée ou potentielle de l'utilisation du procédé sur le cours de l'instrument financier. Avec cette condition supplémentaire, évidemment, les exigences sont plus strictes et donc les dispositions nouvelles sont plus douces. Juste un rappel, c'est que depuis le 7 mai 2012, les orientations de l'ESMA relatives au trading algorithmique sont applicables, qu'elles concernent le procédé du layering, en tout cas sa condamnation par l'ESMA, et que les orientations ont été reprises par l'AMF dans sa position 2012-03. Et il est donc clair que ceux qui jouent depuis cette date avec ce procédé savent que ce n'est pas sans risque et que des sanctions peuvent être à la clé. Le second sujet que je souhaitais aborder avec vous concerne, une fois de plus, le TILAC. Alors ce n'est pas réellement le TILAC en lui-même dans sa globalité que je vais traiter cette semaine, mais par contre une consultation du FSB sur l'Internal TILAC. Donc c'est une consultation qui concerne les principes 16 à 19 de sa term sheet et qui va mettre en place un système pour permettre
au régulateur, en tout cas au superviseur compétent, de déterminer quel est cet internal TLAC. Je vous rappelle que, en effet, chaque filiale d'un établissement qui a été jugé systémique, donc soumis à cette réglementation entre guillemets, du FSB, doit maintenir un internal TLAC variant entre 75% et 90% de l'exigence minimale de TLAC externe qui aurait été applicable à cette filiale si elle-même était assujettie à cette réglementation du FSB sur le TLAC. Ce sont donc 20 principes qui sont proposés par le FSB, groupés autour de 5 thèmes et dans lequel il y a évidemment la méthode, en tout cas les grands principes qui sont proposés pour les régulateurs pour déterminer cette exigence de TLAC interne. Le troisième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention cette semaine concerne les fonds propres. En effet, l'autorité bancaire européenne a publié un document de consultation dans lequel elle considère la mise en place d'un nouveau test, un test d'intensité pour pouvoir permettre de distinguer parmi les filiales d'importance significative celles qui seront significant plus. Donc celles sur lesquelles le régulateur devra encore plus être vigilant quant à sa supervision. Donc l'idée, c'est donc par ce test d'intensité de créer cette nouvelle catégorie qui serait additionnelle par rapport à ce qui est prévu par la directive CRD4, mais qui permettrait surtout de prévoir un encadrement encore plus important de ces filiales et de mettre en place une coopération encore plus accrue des autorités concernées sur l'établissement du plan de rétablissement. Donc les deux derniers points sont complètement différents, mais se rejoignent sur un point, l'importance d'une filiale dans la supervision bancaire et financière. Le dernier point que je souhaitais aborder avec vous, une fois n'est pas coutume, c'est un article de doctrine. En effet, a été publié dans un recueil dédié à Blanche Souzy, un article de Pierre-Henri Connac qui est consacré à l'autoplacement d'instruments financiers par des établissements bancaires et la réaction de l'ESMA à ce système d'autoplacement. C'est un article que j'ai trouvé intéressant, d'abord parce qu'il reprend bien ce qui a pu se passer après la crise financière, qui explique bien pourquoi les établissements bancaires ont eu recours à ce système d'autoplacement et pourquoi les investisseurs particuliers y ont souscrit et non pas les investisseurs institutionnels. C'est un document aussi que je trouve intéressant dans le sens où il ne va pas se contenter de décrire ce qui a été fait par l'ESMA, mais c'est vraiment vu par quelqu'un qui a été force de proposition, puisque Pierre-Henri Connac manifestement fait partie de l'instance qui a initié les recherches sur l'autoplacement. Je pense même, si on en croit cet article, que c'est lui qui a créé ce terme d'autoplacement, de safe placement en anglais. Et c'est un article qui va analyser les statements de l'ESMA, montrer pourquoi ils n'ont pas la même force évidemment qu'une opinion du régulateur, mais pourquoi aussi ils permettent d'aller plus vite et de cibler plus facilement en fait l'objectif qui veut être atteint. Alors, difficulté, c'est qu'un statement reste un statement, que du coup sa force obligatoire est plus que limitée, et on a vu avec ce qui s'est passé par la suite que certains régulateurs n'avaient pas réellement pris en compte les exigences posées par ce statement. Donc, et on en a eu un en 2014 et un en 2016. Il y a fort à parier qu'on en aura un en 2017 sur ce sujet-là. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je souhaitais vous souhaiter évidemment une excellente année 2017, pourquoi pas en ma compagnie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les actualités des marchés financiers de la deuxième semaine de cette nouvelle année. À bientôt!